tous, je suis encore heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro d'Agri Invité sur votre chaîne qui fait la promotion de l'entrepreneuriat agricole, Agripreneur TV. Alors notre invité du jour est Monsieur Malé Fofana, directeur pour l'Afrique et responsable des programmes à l'Institut mondial pour la croissance verte. Bonjour Monsieur Malé Fofana. Bonjour. Bienvenue sur Agripreneur TV. Merci de m'avoir invité aussi. Super. Monsieur Malé Fofana, vous travaillez pour GGGI, donc l'Institut mondial pour la croissance verte. Voilà, présentez-nous en bref votre institution. L'Institut mondial pour la croissance verte est une institution intergouvernementale qui a été créée en 2012 et qui a comme mandat d'accompagner les pays membres à ce qu'on appelle dans la transition bas carbone. Et notre appui technique, c'est de réellement s'assurer que les pays membres aient accès au financement vert, mais aussi les outils nécessaires pour travailler et lutter contre les changements climatiques. Donc, créé depuis 2012, on est à peu près dans 43 pays, avec 500 personnes qui travaillent nuit et jour sur comment accompagner les pays membres sur la mise en place de certaines politiques, mais aussi des stratégies de lutte contre les changements climatiques. Comme vous le savez, il y a l'accord de Paris qui demande aux différents pays d'avoir des engagements sur les questions de contribution déterminée. Donc notre rôle, c'est d'aider ces pays-là à avoir ce qu'on appelle les contributions nationales déterminées, qui intègrent les priorités au niveau national. Mais au-delà de ça aussi, l'accès au financement est un élément assez important, surtout l'accès au financement vert. Donc notre appui consiste à appuyer ces pays-là à avoir ces stratégies, mais aussi les projets et les programmes pour avoir accès à ces financements. D'accord. Alors vous parlez de financement vert, économie verte. C'est une chaîne de jeunes, donc pour ceux qui ne comprennent pas ce terme, que veut dire économie verte ou bien financement vert? Je vais un peu rappeler l'histoire un petit peu parce que il y avait une manière de concevoir une économie. C'est l'économie, il faut savoir ce qui se passe, c'est on va sur je dirais tout ce qui est. Prenons le cas de l'agriculture. On faisait l'agriculture d'antan pour avoir le maximum de production et de produits finaux qu'on pouvait vendre au niveau du marché. Mais en faisant cela d'antan, on ne prenait pas en compte les effets en termes d'émissions, mais aussi comment la terre souffrait en même temps, de manière spécifique. Avoir une approche économique, surtout l'économie verte, c'est de voir comment on peut avoir ces mêmes produits et en tout temps prenant en compte comment conserver la nature en même temps. Donc c'est ces deux dilemmes-là sur lesquels on travaille. Donc l'économie verte, c'est réellement comment on peut faire avancer l'économie dans sa globalité, mais tout en préservant la nature. Ce qui n'était pas réellement le modèle économique qui existe depuis 1940, de manière spécifique avec la révolution industrielle. Donc là, on tend vers ce qu'on appelle les technologies propres. On tend vers tout ce qui est l'utilisation de biocompost, comment on peut utiliser des panneaux solaires au lieu des pompes diesel dans l'agriculture. C'est un peu voir comment on peut avoir une approche beaucoup plus résiliente par rapport au changement climatique, mais s'assurer que ce qu'on est en train de faire, réellement, la nature ne va pas en souffrir. D'accord, justement, on parle de préservation de la nature avec l'économie verte. Le GGGI, j'en viens, a récemment participé à la COP15 à Abidjan et d'ailleurs vous avez organisé un side event. Quel regard jetez-vous sur la problématique de la désertification en Afrique et que préconisez-vous pour tout ce qui est dans l'urgence? Je pense que c'est quelque chose d'assez important pour les pays du Sahel aussi, parce que comme vous le savez, avec l'avancée du désert, aussi l'agriculture, comment elle est faite actuellement, constitue un grand problème. L'idée au niveau de la COP15, c'est de voir comment les différents acteurs, privés, publics, peuvent s'asseoir autour d'une table et discuter de la manière, la meilleure, je dirais, approche pour solutionner ce problème. Du point de vue du GGI, je pense qu'il y a deux éléments qui sont très importants. Le premier élément, c'est comment on peut avoir des programmes qui sont bien développés et qui répondent réellement aux besoins de la population, pas seulement au niveau du secteur privé, mais les personnes les plus vulnérables. Et par rapport à cela, il est important aussi de savoir comment on peut faciliter l'accès au financement, surtout les financements verts, pour permettre à ces gens-là de pouvoir avoir les bonnes méthodes, mais aussi les bonnes technologies pour lutter contre l'avancée du désert. Un élément qui est assez important, c'est qu'on ne peut pas aussi demander à un seul pays de régler ce problème. Il faut que ce soit une approche plus collaborative et collégiale, de manière spécifique, pour voir notamment comment ces pays qui sont affectés par l'avancée peuvent avoir des solutions, je dirais, qui règlent cette problématique-là à travers une intervention collective. Ne pas se limiter, par exemple, au Burkina ou à Abidjan ou au Sénégal, mais comment ces pays qui sont tout au long du Sahel peuvent travailler sur ces questions-là. Alors donc,
Que préconisez-vous dans l'urgence? Pour nous, je pense qu'il est assez important d'abord d'avoir des mécanismes financiers, parce que le problème, ce n'est pas, je dirais, l'accès au financement de manière spécifique, mais c'est d'avoir des programmes qui répondent aux besoins. Et là, il y a un gap qui est assez énorme. Le gap, c'est quoi? C'est que quand on regarde de près sur les questions en lien par rapport au changement climatique, surtout sur ce volet-là, au niveau de l'Afrique, on a à peu près 3% des montants sur les questions de financement climatique. L'idée, c'est de voir comment on peut accélérer cet accès au financement-là, mais aussi aider les pays à avoir des programmes qui sont des programmes pertinents, des politiques et les réformes qui vont avec, mais aussi les capacités qui permettront de pouvoir faire l'élaboration de ces types de concepts et l'accès au financement. Donc ça, c'est un élément qui est très important. Et dans l'urgence, ce qu'on a à faire avec la COP15, c'est d'abord travailler avec ce qu'ils appellent Côte d'Ivoire Legacy Programme, qui est un programme qui je dirais, un peu met l'accent sur les urgences par rapport à la COP15, mais aussi comment on peut répliquer ce type d'initiatives dans les autres pays. Monsieur Fofana, quelles sont les grandes innovations en termes de croissance verte que le GGGI a entrepris ces dernières années en Afrique? En Afrique, on a travaillé sur pas mal de secteurs. On a travaillé d'abord sur le secteur de l'agriculture avec l'introduction, la promotion de l'irrigation solaire. Comme vous le savez, les différents agriculteurs utilisent des pompes diesel qui occupent à peu près 50% des coûts de production. Ce qu'on est en train de faire avec DJI au niveau soit du Burkina, de l'Éthiopie ou de l'Ouganda, c'est qu'on est en train d'accompagner les agriculteurs à utiliser des technologies propres, c'est-à-dire l'irrigation solaire. Et on a constaté que le fait d'introduire ces technologies-là permet aux agriculteurs de pouvoir utiliser 50% de leur coût de production sur d'autres initiatives, que ce soit l'accès à l'éducation ou renforcer le coût de production. Donc ça, c'est un élément sur lequel on travaille dans le domaine de l'agriculture. On travaille aussi sur les questions en lien avec tout ce qui est e-mobility, le transport sobre en carbone dans les villes, mais aussi on travaille aussi sur le développement des éco-villages de manière spécifique, parce qu'on sait qu'à un moment donné, il faudra qu'on essaie d'aider le milieu rural à avoir des programmes qui sont adaptés, qui sont bien conceptualisés par rapport à leurs besoins. On travaille sur le développement des éco-villages par rapport au niveau du Burkina. Au niveau du Sénégal aussi, on travaille sur l'irrigation solaire au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Dans des autres initiatives sur lesquelles on travaille, c'est ce qu'on appelle aussi les bons verts, les green bonds. On a émis le plus grand green bonds au niveau de l'Afrique, ce qu'on appelle les green bonds verts, au niveau de Pérou, à peu près de 5 milliards de dollars. Et l'idée, c'est de voir notamment comment on peut avoir ce type de mécanisme de financement au niveau de l'Afrique. En même temps aussi, on travaille sur l'accès au financement avec des banques telles que la Banque agricole au niveau du Rwanda avec Fonerwa pour les aider à avoir accès au financement vert, pour faciliter aussi le financement des programmes au niveau national. Donc on travaille de manière globale sur la politique, sur aussi le développement de programmes, mais aussi l'accès au financement. Quand on regarde toute la chaîne, c'est des éléments qui sont très importants pour un pays qui veut faire la transition vers une économie verte. D'accord. Dans vos domaines d'intervention, vous avez parlé de l'agriculture et ici au CORAF, on intervient beaucoup dans l'agriculture. Donc, vous avez eu un temps d'échange avec le directeur exécutif du CORAF et l'équipe du CORAF. Comment est-ce que vous envisagez votre collaboration? Je pense que c'est une collaboration qui vient à point nommé parce que ce que CORAF est en train de faire, surtout sur le plan de la vulgarisation des technologies, c'est un élément qui est assez important. Parce que nous, on est en train de travailler, comme vous l'avez dit, sur l'aspect politique. Mais le fait de pouvoir utiliser des technologies propres, des technologies adaptées pour développer le secteur de l'agriculture, c'est un élément assez important pour DJI. Et le fait de rentrer en partenariat avec CORAF permettra de pouvoir, je dirais, faciliter l'accès à ces technologies-là, surtout l'accès à ces technologies au niveau des jeunes, dans la création de start-up ou des SMI de manière spécifique. Donc cette collaboration permet réellement de réduire le temps d'apprentissage dans certains pays. L'autre élément sur lequel on travaille avec CORAF aussi, c'est comment on peut aider CORAF à avoir accès au financement vert, en étant une entité accréditée au Fonds vert pour le climat. Et ça permettra aussi à CORAF d'avoir accès au financement nécessaire sur des programmes très spécifiques, mais aussi de s'assurer de la mise en œuvre pour avoir les résultats escomptés. Donc ces deux éléments-là, c'est des éléments qui sont très importants, je pense, pour nous, et la raison pour laquelle on a vraiment identifié CORAF comme partenaire clé. Et le MOU, pour nous, c'est seulement le point de départ. Donc on aura travaillé sur plusieurs éléments au-delà de ces aspects, l'accès au financement, mais aussi de tout ce qui est transfert de technologie, mais voir aussi comment on peut faire la vulgarisation, tout ce qui est partage de connaissances, tout ce qui est vulgarisation de la recherche, pour permettre aux différents centres de recherche au niveau national ou au niveau de la sous-région de pouvoir apprendre de ce qui a été déjà fait dans certains pays et aussi voir notamment comment ils peuvent intégrer ça très tôt dans leur réflexion pour réduire leur temps d'exécution et avoir plus d'impact au niveau de leur pays.
D'accord. Justement, en parlant de partenariat, quelles sont les potentialités dans le domaine de la croissance verte que vous pouvez conseiller au CORAF d'exploiter? Je pense qu'on est, un des éléments qui est assez important, c'est un peu comment les solutions qu'on est en train de développer peuvent permettre d'augmenter la production, mais aussi l'utilisation des technologies propres. Quand je parle de technologies propres, c'est comment, par exemple, on peut remplacer les fertilisants en allant sur tout ce qui est biocompost, ou comment on peut avoir des technologies qui permettent au moins de pouvoir augmenter la production sans, je dirais, rendre la nature un peu plus pauvre de manière spécifique concernant la terre, par exemple. Donc, c'est le fait de travailler avec sur ces éléments-là. Nous, on va essayer de s'assurer dans la démarche ou les programmes qu'on va développer, comment on peut intégrer ça. Et de pouvoir faire la vulgarisation à l'échelle au niveau régional, mais au-delà aussi de la sous-région, travailler aussi au niveau de l'Afrique de l'Est aussi, parce qu'on a des partenaires à ce niveau-là, mais le fait de travailler avec CORAF permettra de pouvoir multiplier les choses au niveau de ces zones-là. Donc, Monsieur Fofana, merci pour les conseils à l'endroit du CORAF. Vous avez parlé de plusieurs solutions, notamment vous avez dit que vous intervenez aussi au niveau de DJI, il y a une place pour les jeunes. Moi, j'aimerais savoir quelle est la place que vous accordez au genre au sein de DJI. Vous savez, la question de l'aspect genre est très importante pour nous, parce que pour nous, quand on parle des changements climatiques, c'est les femmes qui sont les plus impactées. Et quand on parle aussi de ce qu'on appelle je dirais les gens qui doivent le plus avoir accès à ce type d'accompagnement, surtout en milieu rural, c'est les femmes. Donc l'idée qu'on a dans le développement de nos programmes, surtout la stratégie même de DJI, c'est comment on peut mettre l'aspect genre au centre de nos solutions et au centre de nos programmes. Je donne un exemple, par exemple, sur les questions de l'agriculture. On a toujours une composante qui a un accès très spécifique à l'aspect genre. Comment on fait l'intégration de ces éléments-là, comment les femmes peuvent en bénéficier et comment aussi les femmes peuvent en bénéficier plus que les hommes. Donc ça, c'est un élément important pour nous parce qu'on s'est rendu compte que le fait, si on accompagne les femmes dans les questions en lien avec les changements climatiques, l'impact est multiplié par 7 comparé si on accompagne les hommes. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faudrait voir éventuellement l'impact que ça peut avoir sur je dirais l'accès à l'alimentation, le fait qu'ils aient la possibilité de faire, d'avoir the purchase power, l'opportunité de pouvoir acheter les choses comme elles veulent de manière spécifique. Ça permettra de pouvoir les aider à avoir accès à l'éducation, mais à la santé des enfants. Donc il y a des impacts qui sont indirects, des fois qu'on ne calcule pas de manière spécifique, mais pour nous c'est très important de mettre l'accent à l'aspect genre. Donc au-delà de ça aussi, dans nos politiques, on essaie tout le temps, dans notre cadre d'intervention, de s'assurer qu'on essaie d'avoir cette parité-là, de manière spécifique, que ce soit dans les ateliers ou que ce soit dans les panels, on a cette politique de s'assurer qu'on ait gender balance, comme on dit. Donc pour nous c'est assez important de pouvoir mettre l'accent sur ce volet genre. D'accord, merci beaucoup, c'est rassurant. C'est rassurant aussi parce que vous pensez aux jeunes. Donc, M. Fofana, nous allons parler un peu de vous. En 2020, vous avez un parcours brillant, félicitations. En 2020, vous avez été reconnu meilleur promoteur africain de l'économie verte. Donc, comment avez-vous vécu cette expérience et qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Je suis passionné des questions en lien avec les changements climatiques. Et je pense qu'en Afrique, on a beaucoup de potentiel. On a beaucoup de possibilités de faire ce changement-là. Le fait d'avoir été nommé meilleur, je dirais, agent sur les questions de changement climatique de l'économie au niveau de l'Afrique, ça a été réellement un honneur pour moi et aussi pour, je dirais, mes collègues de manière spécifique. Mais je pense que le combat ne fait que commencer, ces questions-là, parce que l'avenir de nos enfants, je dirais, entre nos mains, parce que les changements climatiques, c'est pas, je dirais, quelque chose qui est une fiction, c'est une réalité. Donc le fait de pouvoir porter ces initiatives-là, de pouvoir pousser pour l'agenda, pour que les pays aillent vers cette transition verte, pour moi c'est très important sur le plan personnel, mais aussi sur le plan professionnel. Et je pense qu'on a les moyens d'y arriver. Parce que si on travaille ensemble sur la vulgarisation, sur la sensibilisation, sur l'intégration des jeunes comme agents de game changer, comme on dit sur ces questions-là, on pourra ensemble réellement changer la donne. Et je pense que la COP27 qui arrive, qui est la COP d'adaptation, c'est une COP très importante et c'est des décisions qu'on doit mettre en place et aller plus sur l'action, moins que les politiques
politique et les discussions autour, mais qu'on aille sur l'action directement avec des résultats concrets. D'accord. Monsieur Fofana, en parlant d'aller sur l'action, et vous avez parlé de l'implication des jeunes, selon vous, comment emmener les jeunes à s'intéresser vraiment à l'économie verte? Je pense que le changement climatique, les jeunes doivent le voir comme un business, parce que c'est un business. Il ne faut pas que les jeunes voient ça comme un défi, mais il faut voir ça comme un business. Pourquoi je parle comme un business? Parce que les solutions qu'on peut apporter pour lutter contre les changements climatiques, c'est des opportunités d'entrepreneuriat que les jeunes doivent saisir. Ils donnent des questions sur le recyclage des déchets, par exemple. Il y a une opportunité qui est réellement énorme, que je dirais il y a un potentiel que les gens n'ont même pas une idée. Je pense qu'il faudrait que les jeunes aillent dans ce sens-là. L'autre élément aussi, c'est un peu l'entrepreneuriat vert. De plus en plus, je pense qu'il y a cette demande-là qui est faite par les multinationales, par les différents, les acteurs du secteur privé. Comment ils peuvent avoir des produits plus verts, comment ils peuvent avoir des solutions plus vertes, mais cela, ça part par les startups. Mais le fait de pouvoir créer ce qu'on appelle des incubateurs verts ou de créer des produits qui répondent à ces exigences-là, je pense que c'est une opportunité pour les jeunes. Et quand on regarde de près l'économie actuelle au niveau international, on a 90% du secteur privé qui sont des startups ou qui sont des PME, PMI. Et ces 90% des PMI, 50% sont dans l'informel. Et ces 50% qui sont dans l'informel créent à peu près 44 millions, ils sont à peu près 44 millions. Donc il faut ramener ces personnes dans l'informel. Absolument. Et je pense que ce n'est pas les forcer pour aller dans l'informel, c'est pour les aider à faire cette transition-là, pour aller dans l'informel, en ayant l'opportunité en termes de business et la création d'emplois. Et quand on parle de création d'emplois, comment on peut créer des emplois verts? Parce que ce n'est pas des emplois seulement classiques, mais comment on peut avoir des emplois verts autour de, par exemple, le recyclage des panneaux solaires, autour de l'économie circulaire, autour du développement des produits bio. Donc tous ces éléments-là sont très importants et c'est des opportunités pour les jeunes. D'accord. Monsieur Fofana, donc avant de terminer, on se rend compte souvent que le secteur privé est mis à l'écart. Donc quelle est la place que vous accordez au partenariat public-privé dans le domaine de l'économie verte en Afrique? Il faut se dire une chose, on ne peut pas faire la transition bas carbone sans le secteur privé. Le secteur public seul ne peut pas faire, ce changement de paradigme. Quand on parle d'investissement attendu par rapport au secteur privé, pour faire le changement de paradigme, il faut 60% que de l'argent ou des investissements viennent du secteur privé. Donc si le secteur public va aller seul dans cette dynamique-là, avec les 40%, ça va être très difficile de changer la donne. L'implication du secteur privé requiert pas mal de choses et je pense qu'il faut travailler d'abord sur comment mettre en place l'environnement habilitant pour les pouvoir aider en termes d'incitation, pour faire des investissements sur des produits ou des projets verts. Et ça, il faut avoir des réformes en termes d'incitation fiscale pour les aider dans ce sens-là. Et ça, c'est le secteur public qui doit faire ça. La seconde chose, c'est de voir par rapport au secteur privé, comment les aider aussi à trouver, le financement additionnel. Je donne un exemple. On demande à un secteur privé qui a toujours fait du transport privé, collectif, on lui demande d'aller sur les bus électriques. Il va se dire que mon business model de départ n'était pas basé sur le business électrique. Qui va me donner l'argent additionnel? Donc ça, il faut voir comment le secteur privé, avec des partenariats publics-privés, avec le secteur public du moins, avec des partenariats publics-privés, peut aller en collaboration avec le secteur privé pour les aider à trouver les financements nécessaires. Et c'est la même chose dans le secteur de l'agriculture. C'est la même chose dans le secteur aussi de tout ce qui est énergie renouvelable. Il faut que le public et le privé travaillent ensemble parce que ça va être impossible avec seulement le secteur public de faire les changements de paradigme. Maintenant, quand on regarde le secteur privé, c'est vrai quand on parle de changement climatique, quand on parle des questions liées à l'environnement, c'est nouveau. Parce qu'ils ont cette crainte-là d'aller vers ça. C'est quelque chose qui est assez difficile pour eux d'intégrer ça. On donne l'exemple du secteur privé, mais le secteur financier, les banques commerciales. Ils ont des produits financiers qui ne sont pas adaptés, par exemple dans les secteurs où il y a des produits en lien avec les changements climatiques. Quand quelqu'un vient avec un projet vert, par exemple, il dit que moi je veux faire le remplacement de mes pompes diesel en pompes solaires, le banquier va se dire que moi, ma manière d'évaluer les projets crédits, les dossiers de crédit n'intègre pas ces questions de technologie verte. Donc ils s'embêtent par rapport à ça. Donc l'idée c'est de voir comment aussi renforcer leur capacité pour comprendre comment on évalue un projet vert, comment on peut intégrer ces questions en lien par rapport au changement climatique pour faciliter l'accès au financement. Donc il y a cette combinaison qu'il faudra faire entre le secteur privé et le secteur public, le renforcement des capacités, la mise en place de cadres habilitants pour pouvoir créer cet écosystème qui permettra de pouvoir faire ce changement de paradigme.
D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Fofana, de nous avoir accordé cette interview. Donc, nous vous souhaitons plein succès dans votre collaboration avec le CORAF pour la suite. Chers internautes, chers agripreneurs, nous rappelons que nous étions avec Monsieur Malé Fofana, directeur pour l'Afrique et responsable des programmes à l'Institut mondial pour la croissance verte. Nous vous disons à très bientôt et restez connectés sur notre chaîne Agripreneur TV.